L'éthique est la vitesse qui nous conduit le plus vite possible à l'ontologie, c'est-à-dire à la vie dans l'être. C'est ainsi que Gilles Deleuze concluait ses réflexions sur la qualité ontologique de l'éthique de Spinoza, une ontologie concrète des manières d'être de la substance, une éthique dont l'objet n'est plus l'essence immuable des étangs, mais la puissance dynamique de la vie. Gilles Deleuze, les 2 et 9 décembre 1980. On nous disait tout à l'heure du point de vue de la morale, le méchant c'est quelqu'un qui se trompe, c'est-à-dire qui juge mal. Il se trompe sur la nature du bien, il juge mal, il fait un faux jugement. Du point de vue de l'éthique, je crois que le mauvais, ce qu'on appelle le mauvais, c'est aussi du faux. Mais voilà, c'est pas du tout la même conception du faux. Parce que, du point de vue précédent, dans le cas précédent, le faux, c'était une détermination du jugement. Et en effet, un jugement est faux lorsque il prend ce qui n'est pas pour être, pour ce qui est. Cette table n'est pas rouge, je dis, la table est rouge, je prends ce qui n'est pas pour ce qui est. Ou l'inverse. Ça, c'est le faux comme qualification du faux jugement. Le faux comme qualification du jugement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sens du mot faux? Et en un sens, c'est très compliqué, ces histoires, parce que tous les sens se mélangent. Je dis par exemple, tiens, on me rend une pièce d'or. Et je dis, voyez, le premier sens du mot faux. Faux désigne quoi? L'inadéquation de la chose et de l'idée dans le jugement. Je dirais, un jugement est faux, c'est quand il n'y a pas adéquation de l'idée et de la chose. Et le faux, dans toutes les philosophies du jugement, a été défini comme ça. Le vrai, c'est l'adéquation de l'idée et de la chose. Le faux, c'est l'inadéquation de l'idée et de la chose. Bon, je dis, il y a un tout autre sens du mot faux, qui précisément ne concerne plus le jugement. On me donne une pièce d'or et je la touche, je la mords, hein, comme dans les films, je la mords. Ah, elle se plie. Ou bien alors, je prends ma petite bouteille d'acide et je regarde. Et je dis, elle est fausse. Cette pièce est fausse. C'est du toc. Vous me direz, c'est lié au jugement. Parce que bien sûr, ça veut dire, cette pièce a une telle apparence qu'elle va susciter en moi le jugement, c'est de l'or, alors que ça n'en est pas. Mais ce que je viens de dire à l'instant, c'est la façon dont le système du jugement interprète la fausseté de la pièce. Car pour que la pièce d'or fausse suscite un jugement d'après laquelle elle serait vraie, donc pour que faux signifie ici une adéquation de l'objet et de l'idée, il faut qu'il y ait eu un faux préalable, c'est en elle-même que la pièce d'or est fausse. C'est pas simplement par rapport au jugement, elle ne suscite un jugement erroné que parce qu'elle se tient fausse en elle-même. Elle est fausse. Faux n'est plus la qualification d'un jugement sur la chose, c'est une manière d'être de la chose. Ce que vous sentez, je prétends rien dire de philosophie, je prétends indiquer, vraiment c'est du sentiment ce que je dis. Je dis de quelqu'un, mais ce type-là, il est faux. C'est pas du vrai. Curieux, vous me direz, c'est encore du jugement. Bizarre, parce que c'est une espèce de jugement de goût. Je pèse le truc, la chose. Je dis ça va pas. J'ai parfois cette impression devant un mensonge. Devant un mensonge, je sens que quelque chose ne va pas là-dedans. Pensez aux pages prodigieuses de Proust sur la manière dont il évalue un mensonge d'Albertine.
quelque chose qui cloche. Oh, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Il se rappelle même plus ce qu'elle a dit. Il n'y a rien qui fait qu'il se dit, mais elle est en train de mentir, c'est abominable, qu'est-ce qu'elle raconte là? Il ne peut pas l'assigner. Alors, on peut dire toujours, c'est du domaine du jugement ou du préjugement. Sentez qu'on peut le dire. Ça peut se dire, oui, un philosophe du jugement ramènera ça. Au jugement, c'est-à-dire au rapport de l'idée et de la chose. Mais je dis c'est autre chose aussi. C'est en elle-même que la chose est vraie ou fausse. Vrai ne désigne plus vrai et faux. Ne désigne plus un rapport de l'idée et de la chose, mais vrai et faux désigne une manière d'être de la chose. Une manière d'être de la chose en elle-même. C'est complètement différent. Pourquoi on risque de confondre les deux? Le vrai et le faux comme qualification du jugement sur la chose, et le vrai et le faux comme qualification de manière d'être de la chose. On risque de le confondre, forcément. Je dirais que le second sens de vrai et faux, qui est le sens le plus profond, il me semble, le vrai et le faux comme manière d'être de la chose, la manière dont la chose est à l'être. Elle peut l'être vraiment ou faussement. Ça nous intéresse pour l'éthique, ça. Être vrai à l'être. C'est pas juger vrai, ça. C'est vraiment un mode d'existence. Être vrai à l'être. Bon, très compliqué. Ou être faux à l'être. Je dirais ça, c'est le sens où vrai et faux, ça veut dire authentique et inauthentique. L'authentique, ça vient d'un mot grec compliqué, c'est vraiment celui qui se tient en lui-même de manière à être, vraiment à l'être. Bon, j'ai comme ça l'impression, devant des existences qui ne sont pas authentiques. Ça ne veut pas dire avoir une personnalité, encore une fois, c'est une manière d'être, l'authentique et l'inauthentique. Par exemple, vous sentez que quelqu'un se force. Vous me direz, vous sentez, c'est un jugement? Non, on va essayer de dire un peu plus que ça. C'est pas un jugement, c'est exactement comme vous soupesez une lettre. Vous faites sauter dans votre main une pièce. Trop légère, trop lourde, quoi. Là, peut-être qu'on rejoint le thème de la vitesse et de la lenteur. Tiens, il a parlé trop vite. Il a parlé trop vite et il ment sûrement. Ou bien il traîne, il cherche ce qu'il veut dire. Ça va pas, non, trop lent là. Ça marche pas aujourd'hui. Ça marche pas, il va pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette évaluation? C'est comme si on pesait le poids des choses. C'est pas juger ça. C'est pas confronter l'idée et la chose. C'est peser la chose en elle-même. C'est quoi, je dirais? C'est quelque chose qui est le contraire du système du jugement. C'est une espèce de monde d'épreuves. D'épreuves quoi? Mais d'épreuves, reprenons le modèle du corps, l'étonnant c'est le corps. Ce sont des épreuves comme physico-chimiques. Et on n'éprouve pas quelqu'un, c'est le quelqu'un qui ne cesse pas de se mettre à l'épreuve. Il rate sa vitesse, il rate ses lenteurs, c'est inauthentique. Au contraire, vous savez, quand les jours où tout est malheur pour nous, dès le moment où on se lève, on se cogne. On se cogne, on tombe, on glisse, on se fait engueuler partout. Alors on devient de plus en plus méchant soi-même. On est toujours en discordance. L'être en discordance, c'est une manière d'être nos jours de malheur. Rien ne marche. Ça a commencé dès le matin. Oh là là, quand est-ce que ça va finir? Quelle journée? C'est les journées de l'inauthentique. Chaque fois que je vais trop vite, je me cogne. Chaque fois que je vais lentement, je glisse. Il n'y a rien à faire. Vaut mieux se recoucher, mais en me couchant, je ne sais pas ce qui se passe. C'est affreux aussi. Rien ne va. C'est la longue plainte. La longue plainte de l'inauthentique. Oh là là, je suis malheureux. Rien ne va. Bon.
Comme la pièce d'or. Vous y foutez la goutte d'acide. Ah, c'est l'épreuve, c'est pas un jugement. C'est l'épreuve. Qu'est-ce que peut la pièce d'or? On ne sait pas ce que peut le corps. Qu'est-ce qu'elle peut, la pièce d'or qu'on vient de me remettre? Elle supporte l'épreuve de l'acide. Si elle est de l'or authentique, elle supporte. Vous voyez, l'épreuve physico-chimique s'oppose au jugement moral. Et je dirais, vous reconnaissez finalement, ceux qui pensent dans ce sens, on les a toujours appelés des immoralistes. Ils font passer une distinction entre authentique et inauthentique. Bon, ça recouvre pas du tout la distinction du bien et du mal. Pas du tout. C'est une toute autre distinction. C'est très différent. Alors c'est ça qui est fascinant, c'est que on en est au point, mais c'est tellement différent, c'est comme deux mondes absolument différents. Qu'est-ce que Spinoza peut avoir à dire aux autres si les autres font de la morale? Rien. Rien, ou alors il va y avoir des malentendus quand on passe d'un discours à l'autre, quand on passe d'un discours éthique à un discours moral, mais c'est fou s'il va y avoir de malentendus. C'est pour ça, c'est presque pour vous éviter les malentendus que je plaide pour, au maximum, qu'on essaie de voir les clivages entre les deux types de discours. Donc je recommence. Il s'agirait de montrer concrètement ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Dans une morale, vous avez toujours l'opération suivante. Vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, etc. Vous le jugez vous-même. C'est le système du jugement, encore une fois. C'est le système du jugement. La morale, c'est le système du jugement. Du double jugement. Vous vous jugez vous-même et vous êtes jugé. Alors, ceux qui ont le goût de la morale, c'est ceux qui ont le goût du jugement. Faut aimer ça, le jugement. Enfin, si on aime ça, on est moral. Si vous n'avez pas le sens du jugement, si vous ne voulez juger ni vous-même ni les autres, vous n'êtes pas moral. Vous n'êtes pas moral, alors est-ce que ça veut dire que vous êtes radicalement méchant? Ça peut vouloir dire ça. Hein, ou bien c'est que votre affaire est ailleurs. C'est que... Bon. En effet, juger, ça implique quoi? On juge toujours, je disais, ça implique toujours une instance supérieure à l'être. Ça implique toujours quelque chose de supérieur à l'ontologie. Ça implique toujours l'un plus que l'être. Le bien qui fait être. Le bien qui fait être et qui fait agir, c'est le bien supérieur à l'être. C'est là. Bon. Et en effet, la valeur exprime cette instance supérieure à l'être. Donc les valeurs sont un système fondamental et sont l'élément même fondamental du système du jugement. Donc vous vous référez toujours à cette instance supérieure à l'être pour juger ça. Sinon vous ne pourriez pas juger. Dans une éthique c'est complètement différent, vous ne jugez pas. Vous dites d'une certaine manière, mais quoi que vous fassiez, vous n'avez jamais que ce que vous dites. Je veux dire, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un fait quelque chose. Vous rapportez pas ça à des valeurs pour juger. Vous demandez justement, ah bon, mais comment est-ce que c'est possible ça? Comment c'est possible de manière interne? Comment c'est possible de dire ce truc-là? Comment c'est possible de faire cette chose-là? En d'autres termes, vous rapportez la chose ou le dire au mode d'existence qu'il implique, qu'il enveloppe en lui-même. Encore une fois, vous entendez un discours et vous dites, mais pour dire ça, comment il faut être pour dire ça? Quelle manière d'être ça implique, dire ça? Faire ça, quelle manière d'être ça implique? Vous cherchez le mode d'existence ou les modes d'existence enveloppés et non pas
les valeurs transcendantes. C'est l'opération de l'immanence. Parfois, on a cette épreuve avec des amis qui nous sont chers. Tout d'un coup, quelqu'un se met les doigts dans le nez, ou bien dit quelque chose de très très vulgaire. Et on dit tiens, non, c'est pas possible, est-ce que j'ai bien entendu? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Il répète, ça. Il a l'air de trouver ça très drôle. Quand il dit, mon Dieu, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, c'est-à-dire. Il vient de se développer un mode d'existence immanent. Dans la limite, tout le monde était inconscient. Je prends des exemples fâcheux, mais ça peut être aussi des actes sublimes. Oh, je n'aurais jamais cru qu'il en était capable. Il était capable de ça. Tiens, être capable, ça va peut-être nous guider à être capable du point de vue d'une éthique. De quoi tu es capable? De quoi tu es capable, toi? Ou, si vous préférez, qu'est-ce que tu peux? D'où peut-être retour à ce que je présentais comme un cri de Spinoza. Qu'est-ce que peut un corps? Mais qu'est-ce que peut un corps? On ne sait même pas d'avance ce que peut un corps. On ne sait jamais d'avance ce dont quelqu'un est capable, corps ou âme. On ne le sait pas. Il y a toujours des surprises. Hein? Parce qu'on ne sait jamais comment s'organise et comment les modes d'existence sont enveloppés dans quelqu'un. De quoi tu es capable? Qu'est-ce que peut un corps, ce qui ne veut pas dire un corps quelconque? Spinoza explique très bien. Tel ou tel corps, qu'est-ce que peut tel corps? Qu'est-ce que tu peux, toi, dans ton corps? Qu'est-ce que tu peux? Bon, alors, on a quand même fait un progrès, puisque je suis en train de chercher. Je tiens, enfin, mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est encore une fois l'éthique, le discours de l'éthique. L'éthique a deux caractères. Elle nous dit les étangs ont une distinction quantitative de plus et de moins. Et elle nous dit d'autre part, enfin les existants ont une distinction quantitative de plus et de moins. Et c'est par là qu'ils se distinguent, dans leur singularité. Et elle nous dit aussi, les modes d'existence ont une polarité qualitative. En gros, il y a, si vous voulez, deux grands modes d'existence, avec toutes sortes de variantes. Donc si c'est ça mon objet aujourd'hui, encore une fois, j'avance très archétypal, c'est rendre ça concret. Qu'est-ce que c'est alors cette polarité qualitative et qu'est-ce que c'est que cette distinction quantitative? Et je commence par le premier point. Quand on nous suggère que, entre vous et moi, entre deux personnes, entre une personne et un animal, entre un animal et une chose, il n'y a éthiquement, c'est-à-dire ontologiquement, qu'une distinction quantitative, de quelle quantité s'agit-il? Quand on nous suggère que ce qui fait le plus profond de nos singularités, le fait que je sois ceci et pas cela, c'est quelque chose de quantitatif, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, on le sait déjà un peu, d'après tout ce qui précède. En effet, il s'agit de définir les gens, les choses, les animaux, n'importe quoi, par ce que chacun peut. Vous me direz, bon, définir quelqu'un par ce qu'il peut. Je veux dire, je voudrais à la fois, parce que c'est ça les propositions philosophiques, que vous arriviez, et c'est mon but cette année, alors si j'échoue, mais c'est dès aujourd'hui que je réussis ou que j'échoue. Je voudrais que vous sentiez que dans une proposition philosophique, elle est bonne lorsqu'elle nous paraît la plus évidente. Lorsque vous vous dites, mais évidemment, je le savais, quoi. Je l'ai pensé tout le temps. Absolument évidente, comme si c'était une proposition très très familière. Et en même temps, il faut qu'elle soit la chose la plus insolite, la plus inouïe du monde. Les deux à la fois. À ce moment-là, c'est une bonne proposition philosophique.
Il dit, ben oui, les gens, les choses, les animaux, ils se distinguent par ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire ils ne peuvent pas la même chose. Par exemple, je ne peux pas voler, moi. Vous me direz, c'est pas fort, mais justement, on reste vraiment dans... Mais vous liez ça, hein, pour... je dirais la philosophie, c'est l'art à la lettre d'engrosser les propositions. C'est épatant, c'est une merveille. Prenez la proposition la plus plate du monde, engrossez-la, elle est devenue une proposition philosophique. Mais c'est un art. Engrosser les propositions, c'est le plus difficile au monde. Alors, bon, ce que je peux pas voler, d'accord. Alors qu'est-ce que je peux? Bon, je peux quoi? Qu'est-ce que c'est ce que je peux? C'est bizarre. Voyez déjà la différence avec la vision morale du monde. Un moraliste définit l'homme par ce qu'il est. Par ce qu'il est comment? Par ce qu'il est en droit. C'est ça l'essence. Ce que la chose est en droit, c'est son essence. Donc un moraliste définit l'homme par animal raisonnable. C'est l'essence. Un éthicien, c'est-à-dire Spinoza, il définit pas l'homme par animal raisonnable, jamais. Jamais. Il définit l'homme par ce qu'il peut, corps et âme. Ce que la chose peut, ça va définir un mode d'existence. Alors, il y a des choses qui peuvent extraordinairement peu. La table, mais une chose inanimée aussi, qu'est-ce qu'elle peut? Le diamant, qu'est-ce qu'il peut? L'or, qu'est-ce qu'il peut? C'est-à-dire, de quelles épreuves est-il capable? Qu'est-ce qu'il supporte? Qu'est-ce qu'il supporte et qu'est-ce qu'il fait? Un animal étant donné, qu'est-ce qu'il peut supporter, qu'est-ce qu'il fait? Ah tiens, un chameau, ça peut ne pas boire pendant, je sais pas, pendant longtemps. Oh bon, ne pas boire pendant longtemps, c'est une passion du chameau, c'est un pouvoir du chameau. Rester sans boire. Bon, avoir soif tout le temps, c'est autre chose, c'est un autre mode d'existence. Hein? Bon, d'accord. Voilà, on définit les choses par ce qu'elles peuvent. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça nous fait avancer? Encore une fois, c'est pas du tout la même chose que l'essence. Ce que peut la chose, c'est pas la même chose que son essence. Je dirais donc que, du point de vue d'une éthique, les êtres, tous les êtres, non, je retire tous les êtres, c'est pas, tous les êtres, tous les existants, sont rapportés à une échelle quantitative. J'ai juste fait un progrès qui est quoi? Qui est celle de la puissance. Ce qu'ils peuvent. Ils ont plus ou moins de puissance. Cette quantité différenciable, dont je cherchais la formule, j'ai au moins un nom pour elle, mais on ne peut progresser que très très lentement. C'est la puissance. Le discours éthique ne cessera pas de nous parler, non pas de l'essence, il se soucie peu des essences, car même il ne croit pas aux essences, il ne nous parle que de la puissance, à savoir les actions et passions dont quelque chose est capable. Non pas ce que la chose est, mais ce qu'elle supporte, ce qu'elle est capable de supporter et capable de faire. Et s'il n'y a pas d'essence générale, c'est que à ce niveau de la puissance, tout est singulier. On ne sait pas d'avance, alors que l'essence nous dit d'avance ce qu'est un ensemble de choses. Par exemple, ce que sont les hommes, ce que sont les poissons, etc. L'éthique ne nous dit rien de tout ça. Elle ne peut pas savoir. Un poisson ne peut pas ce que le poisson voisin peut. Un homme ne peut pas ce que l'homme voisin peut. Il y aura donc une différenciation infinie de la quantité de puissance d'après les existants. Donc j'ai fait quand même un progrès relativement considérable.
Les choses reçoivent une distinction quantitative parce que elles sont rapportées à l'échelle de la puissance. Et comprenez, lorsque, après, bien après Spinoza, Nietzsche lancera le concept de volonté de puissance, je ne dis pas qu'il ne veuille dire que cela, mais il veut dire avant tout cela. Et on ne peut évidemment rien comprendre à la volonté de puissance chez Nietzsche si l'on croit que c'est l'opération dans laquelle chacun de nous tendrait vers la puissance, ou voudrait de la puissance. La puissance, c'est pas ce que je veux, par définition, c'est ce que j'ai. J'ai telle ou telle puissance, j'ai la puissance de ceci ou de cela. Et c'est cela qui me situe dans l'échelle quantitative des êtres. On est volonté de puissance, c'est un contresens de faire de puissance l'objet de la volonté, c'est juste le contraire. C'est la puissance qui est sujet de la volonté, c'est-à-dire c'est d'après la puissance que j'ai que je veux ceci ou cela. Donc c'est juste le contraire. Jamais Nietzsche n'a dit une platitude comme du type chacun de nous veut la puissance. C'est pas ça qu'il veut dire. Volonté de puissance, ça veut même dire exactement le contraire. Ça veut dire vous définirez les choses, les êtres, les animaux, non pas par une naissance, mais par la puissance effective qu'ils sont. Encore une fois, c'est la question, qu'est-ce que peut un corps? Qu'est-ce que tu peux, toi? Mais c'est très différent de la question morale. Qu'est-ce que tu dois en vertu de ton naissance? C'est qu'est-ce que tu peux, toi, en vertu de ta puissance? Les essences et les puissances. Le cours de Gilles Deleuze, cette semaine, l'éthique de Spinoza.